Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien cette semaine pour une autre édition de Pour votre information. Et bon week-end de l'Action de grâce. Profitez-en bien. Grosse émission. Isabelle Dominique-Roux sera là pour nous parler de comment bien bouger l'automne avec ses couleurs. C'est magnifique à l'extérieur. Profitez-en bien. Julie Lemay qui viendra nous parler d'éducation à la sexualité chez nos jeunes, chez les préadolescents également. Elle est autrice d'un livre sur la question. Maëlle Brouillette viendra nous parler d'un système universel. On voudrait que nos écoles se dotent évidemment de possibilités de nourrir tous les jeunes élèves québécois, mais ça a un prix. On va en discuter avec elle un peu plus loin. Dani Labrec, qui viendra nous voir sporadiquement pour nous parler d'hypnose, sera avec nous justement pour nous valoriser les vertus de l'hypnothérapie. Monia Abadi viendra nous parler d'abondance financière sous toutes ses formes. José Laperle du Cap de Laval vient réitérer les services que vous pouvez avoir si vous avez recours au Cap de Laval. La comédienne Salomé Corbeau, qui est aussi co-porte-parole, elle, de la Fondation de l'alphabétisation, sera notre invitée un peu plus loin. Et aussi, ne l'oublions pas, c'est le retour de Nicolas Vincent Poirier pour nous parler de cinéma. Je vous souhaite une très belle émission. Mais tout d'abord, avant de pouvoir saluer ses invités et d'en apprendre davantage, on va faire le plein de nouvelles, d'actualités culturelles, d'activités à faire sur le territoire lavallois. Et tout d'abord, le Salon Emploi Laval, le 16 novembre prochain, qui aura lieu de 9h à midi. C'est au centre Duvernay, au 3100 boulevard de la Concorde-Est. Et vous cherchez peut-être à pourvoir des postes dans votre entreprise. Laval Économique, qui, en collaboration avec l'organisme Midi 40, vous invite les entreprises lavalloises à réserver votre kiosque au Salon d'Emploi Laval le 16 novembre. Manquez pas l'opportunité pour recruter avant la période des fêtes. Et le salon s'adresse à des candidats de tous âges, de toutes régions. Lors de la dernière édition, c'est quand même plus de 350 chercheurs d'emploi qui se sont déplacés pour rencontrer les entreprises présentes. Il suffit d'avoir un seul poste à combler afin de réserver un kiosque. Il y a une campagne publicitaire massive là, pour attirer les chercheurs d'emploi qui sera lancée sur les réseaux sociaux, les abribus, ainsi que d'autres médias, dont évidemment chez nous. Et pour plus de détails, vous pouvez contacter Francine Bouchard ou Guylaine Michaud de l'organisme en employabilité Midi 40 ou Anaïna Charret de Laval Économique. Il y a 4 projets pour les jeunes via le fonds Place du Souvenir qui ont été mis de l'avant. Il faut vous rappeler que ça a été créé en 2017 provenant de la récupération des sommes autrefois détournées par la corruption et la collusion sur les territoires lavallois. Et le fonds Place du Souvenir qui est un levier d'intervention qui permet à des enfants, des adolescents de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés d'atteindre leur plein épanouissement, oui dis-je. 4 projets porteurs qui favorisent l'inclusion, la participation, l'accessibilité et la persévérance des jeunes issus de milieux défavorisés qui seront soutenus par un investissement total, quand même, c'est pas banal, de 292 262 $ de la Ville. Et ça, c'est par le biais toujours du fonds Place du Souvenir. Et depuis 2017, la Ville de Laval qui investit. Et ça, c'est près de 3 392 000 $ pour les jeunes issus toujours de ce milieu défavorisé sur le territoire grâce au fonds Place du Souvenir. Et chaque année, des membres du comité consultatif du fonds Place du Souvenir recommandent des projets pouvant répondre aux enjeux actuels touchant la jeunesse lavalloise. Parmi tous les projets présentés, 4 ont été retenus par la Ville, notamment parce qu'ils correspondent à des orientations du plan d'action intégré en matière de jeunesse 2021-2025, soit à la lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale, la persévérance scolaire, la réussite éducative, l'accès aux activités culturelles de loisirs sportifs et de plein air, ainsi que l'intégration sociale des jeunes lavallois issus de l'immigration. Et les 4 projets retenus cette année sont les productions Le Petit Monde, qui entreprendront le projet La créativité au service de la persévérance scolaire des jeunes lavallois. C'est destiné à des élèves de 10 à 13 ans qui sont accompagnés dans la création de courts films de fiction. Et à la Maison des enfants, le Dauphin qui mettra en place son projet Confidence à un Dauphin 2.0, agilité et consolidation, un service de correspondance personnalisé. Et c'est confidentiel, actuellement disponible dans 38 écoles primaires de Laval, qui sera bonifié lors de cette nouvelle phase. L'initiative locale Saint-François en action dans le cadre de son projet pour un vivre ensemble à Saint-François embauchera une ressource spécialisée en jeunesse et immigration qui va coordonner la mise en œuvre d'activités rassembleuses. Et il y a Bluff Productions qui va mettre en œuvre son projet Outils et ateliers de prévention, la détresse psychologique qui donc accompagne la pièce Rose. C'est une pièce de théâtre qui est destinée aux jeunes de 11 à 15 ans qui aborde la question de la santé mentale. Et évidemment, on le sait qu'avec la période pandémique, nos jeunes ont été largement éprouvés
sur ce plan. Alors, je pense que ce sera bienvenu, cette pièce de théâtre. Il y a la Ville, toujours de Laval, qui croit fermement que la participation de ses citoyens avec leur expérience et profils diversifiés permet d'enrichir les travaux de toute instance consultative ou décisionnelle. Et dans ce contexte, la Ville est à la recherche de candidats de divers horizons qui veulent partager leurs compétences, leur expérience au sein d'un comité consultatif, d'une commission ou d'une table de concertation qui est mise en place par la Ville, d'un conseil d'administration, d'une société paramunicipale ou bien d'un OBNL pour lequel la Ville détient le pouvoir d'y désigner un administrateur. Vous voulez vous engager parce qu'on sait que l'engagement requis varie en fonction du poste. Les profils de chacune des instances fournissent des indications à cet égard. La Ville qui recherche donc des personnes qui font preuve d'une intégrité personnelle, professionnelle, élevée au profil varié et ayant des compétences ou une expertise dans divers domaines tels que l'administration, le droit, l'ingénierie, les arts et la culture, le travail social, le sport, les relations, par exemple, interculturelles. C'est aussi une possibilité. Vous pouvez postuler en tout temps. Toutes les candidatures sont acceptées, conservées dans la banque de candidatures et sont prises en considération lorsqu'un poste sera vacant ou est vacant selon les cas. Vous pouvez l'acheminer au secrétariat gouvernance@laval.ca. Alors voilà, on passe maintenant à toute notre ribambelle de chroniqueurs et d'invités. Je souhaite une super émission. On peut la suivre sur 2 temps, 3 mouvements, notre antenne également sur l'application GoZone Plus. C'est notre experte fitness, c'est pour se mettre en forme avec la rentrée depuis quelques semaines et évidemment l'automne qui commence à prendre de plus en plus de place chez nous. C'est encore une fois un grand bonheur de l'accueillir dans cette émission, cette saison. Isabelle Dominique-Cros, salut! Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Passez un bel été, en forme, toujours en forme pour la rentrée, oui? Oui, relativement en forme pour la rentrée. Moi, je me suis blessée brièvement, mais tout se replace et ça m'a fait juste m'apercevoir à quel point je m'ennuie de bouger quand j'ai pas la chance de le faire. Puis en même temps, bien, ça nous force à trouver des façons différentes de bouger, ce qui n'est pas mauvais non plus. Alors, tu sais, on est toujours gagnant dans ces situations-là. Je suis totalement d'accord. C'est un petit deuil que je fais pour l'instant. Évidemment, là, j'explique rapidement. J'ai fait un marathon dimanche dernier. Puis là, évidemment, très, très fier de mon accomplissement. C'était mon but. Puis c'est 6 mois de travail. Mais là, j'étais un petit peu à pas bouger. Là. Évidemment, c'est la récupération, c'est le répit imposé par un effort comme celui-là. Mais quand même, je comprends là où tu vas en venir. C'est pour éviter les blessures. Donc, toujours prendre en considération aussi que ce répit-là, cette récupération-là est importante aussi pour toute personne qui veulent peut-être commencer un nouveau sport. Oui, bien c'est se rappeler qu'on n'est pas des machines. C'est se rappeler que c'est un privilège de bouger. Et ça, des fois, on l'oublie. Puis c'est pour ça que je souris un peu de façon sarcastique, un peu parce que c'est sûr que c'est embêtant de ne pas pouvoir bouger comme on le souhaite. Et même des fois, quand ça ne nous tente pas, quand on ne peut plus le faire, on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que moi, j'ai adapté plutôt que de courir, je suis allée faire du vélo stationnaire. Et puis, là, tranquillement, mais sûrement, 6 semaines plus tard, je reprends d'emblée, tu sais, on a tourné 10 capsules déjà pour 2 temps, 3 mouvements. Alors, c'est pas perdu, puis c'est mieux se connaître, puis c'est s'adapter, et c'est des choses qu'on apprend en entraînement, qu'on applique dans la vie. Mais quand même, tu sais, c'est déplaisant, surtout quand c'est des accidents bêtes où tu es comme, comment j'ai pu faire ça? Je me suis fait mal aux pieds. Comment? Tu sais, en perdant un peu l'équilibre dans l'escalier. Alors, voilà. Mais l'automne, quelle belle occasion de revisiter ses objectifs, de les déterminer s'ils ne sont pas clairs, de voir qu'est-ce qu'on fait intérieur, extérieur. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Allons-y justement, parce que tu parles de ça souvent, d'y aller à notre rythme et de faire des activités, de joindre le plaisir lorsqu'on peut faire des sorties, lorsqu'on peut faire du sport aussi, prendre l'air. Et c'est ce que tu nous invites à faire encore une fois. Là, on a été un petit peu longuet avant de nous montrer les couleurs de l'automne. Là, on peut dire qu'on entre vraiment dans le beau temps de l'automne avec les couleurs qui vraiment, en ce début du mois d'octobre, prennent de plus en plus de place dans notre paysage. Et qu'est-ce que tu nous soumets tout d'abord pour peut-être rendre ça plus ludique pour les familles et les gens qui nous écoutent?
Ben moi, l'automne, j'adore cette saison-là. C'est aussi signe pour moi fin d'une année parce que je fais toujours ma fête le 30 septembre. Alors pour moi, c'est l'occasion de faire un petit bilan, un petit retour. Mais ce qui est magnifique cette année, c'est que c'est un peu l'été, un peu l'automne. Alors cette semaine, il fait un temps magnifique. Alors on revisite un peu l'été, mais en même temps, on a les couleurs d'automne. Fait que c'est comme... C'est assez spectaculaire. Moi, ce que j'aime à l'extérieur, c'est l'odeur. J'aime le fait que même s'il fait, tu sais, c'est un peu plus sombre le soir, il fait quand même encore clair. Et, tu sais, c'est précieux, les secondes, tu sais, les minutes. On sait que c'est le début de la fin. Et ça, je trouve toujours ça particulièrement spécial ce temps-ci de l'année. Donc, sortir, profiter un peu de ce qu'on peut faire à l'extérieur avant que ce soit froid. Puis en même temps, j'apprécie la fraîcheur tu sais, des soirées. Ouais. Alors, pour moi, vraiment, c'est de voir un peu les citrouilles, les décorations, c'est l'air frais, c'est les soirées qui sont quand même plus longues que ce qui s'en vient, mais un peu plus fraîches. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et toi? Moi, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses que j'aime de l'automne. Effectivement, comme tu dis, il y a une sorte d'urgence de vivre qui s'installe devant le côté éphémère de cette saison magnifique qui est pour moi la plus belle. Oui. Là où on se sent le mieux, autant de manière dans l'esprit que de notre corps. On dirait qu'on respire à nouveau. Hein. Il y a Gilbert Bécaud qui le chantait dans sa chanson « C'est en septembre ». Alors, je ne vais pas le paraphraser plus loin. Je vais laisser le grand Gilbert Bécaud lui-même, nous, si vous voulez aller le réécouter, évidemment, le faire. Mais là où je me sers de cette allusion-là, c'est pour aussi dire que lorsqu'on se rend, par exemple, en montagne, monter, que ce soit dans un sentier, dans un bois, mais moi, j'aime beaucoup aller en montagne, faire l'ascension d'un mont, parce que, tout comme proche de l'eau, je me sens contemplatif. Ça me fait réfléchir. C'est comme si je vois l'immensité, le panorama que j'ai devant moi avec les couleurs me font vraiment beaucoup, disons, réfléchir et me font arrêter. C'est comme si le temps s'arrêtait pour moi. Puis, on peut-tu se le dire que la petite bière de microbrasserie que tu prends en revenant quand tu arrêtes, là, avec ton road trip, est bien plaisante. Puis, c'est la récompense de tout ça aussi. Moi, je te dirais que c'est pas mal ça qui me fait vibrer durant, évidemment, les potages de courge, les cafés, les joues rouges que toi, tu dois avoir, tu dois être magnifique parce que c'est le joue rouge naturel et tu rentres à l'intérieur, puis tes petites joues rouges, puis moi, je te vois roucouler, hein. Je te vois roucouler. Mais non, mais mesdames, vous êtes magnifiques aussi, je trouve, avec le petit, justement, le petit maquillage rouge qui s'installe sur vos joues quand vous rentrez à l'intérieur. Pour tout ça, j'aime l'automne. Oui. Puis en parlant de ça, ben, tu sais, tu parles, tu sais, c'est cueillette de pommes, c'est joindre l'utile à l'agréable, aller sur les fermes, découvrir un peu les différents types de citrouilles. C'est les couleurs d'automne, c'est vrai. Puis on a encore un peu le teint d'été. Bon, il est vrai que moi, je bronze pas tant, mais je veux dire, on a encore cette énergie-là estivale. Et ce que j'aime, c'est le fashion. J'aime joindre un peu ce qu'on met l'été et l'automne, tu sais, les accessoires, les lunettes de soleil. Tu sais, nous, on a déjà jasé de souliers de course qui se maganent un peu durant différentes saisons. Puis c'est le fait qu'on peut encore porter des trucs qui ne vont pas être complètement gâchés, parce que, bon, des fois, il pleut, mais ces jours-ci, c'est tellement magnifique. Alors, je trouve que ça aussi, c'est un petit ajout. Puis c'est plus facile de s'entraîner à l'extérieur été, automne, puis je dirais automne parce que tu peux enlever ce qu'on appelle le layering. Quand il fait 35 degrés, ben c'est difficile, tu as juste chaud. Quand il fait moins 30, tu as juste froid. Les tricots, c'est comme, allez-y, profitez-en, faites intensif, pas intensif, avec des amis, avec la famille. Fait que, toutes les raisons sont bonnes, puis les récompenses, pour moi, c'est un verre de vin, c'est un bon café, les petites saveurs d'automne. Alors, c'est exceptionnel, puis j'espère que ça va être une belle et longue saison. Oui, puis moi aussi, et j'invite les gens aussi à ne serait-ce que, tu sais, on a parlé souvent de marche, qui est la porte d'entrée de plein de sports par la suite ensemble, puis sortez prendre une marche dehors, redécouvrez sous ces couleurs qui sont différentes, ça donne un aspect totalement différent à la ville de Laval, à ces endroits, ces lieux qu'on a sur notre territoire, les parcs, les abords de rivières qui sont magnifiques. Là. La rivière des Mille-Îles, pour ne nommer que celle-là, il y en a d'autres évidemment, des prairies et compagnie. Mais donc, il y a plein de lieux comme ça qu'on peut, ici sur le territoire lavallois, redécouvrir avec les couleurs de l'automne, sous un autre angle, sous un autre aspect. Merci beaucoup à toi, puis on se revoit très bientôt pour d'autres conseils, puis d'autres réflexions, parce que c'est ça aussi à travers le sport et aussi faire du fitness. Merci à toi. Merci, Alex.
Selon un sondage récent de l'Association médicale canadienne, seulement 26% des Canadiens considèrent que le système de santé là, est en excellent ou en très bon état. Et ça, c'est comparativement là, à 48% en 2015. Donc, quand même, date pas de super longtemps. Et c'est énorme comme baisse. Et je pense que ça reflète un petit peu la réalité actuelle. Vous avez peut-être dû vous rendre dans un centre hospitalier avec la pandémie ces derniers mois aussi. On en discute avec un organisme qui peut vous aider. Et si vous ne le connaissez pas, ben, c'est une belle occasion également de vous le faire redécouvrir ou découvrir. Et c'est la directrice générale donc qui est avec moi du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes, Mme Josée Lapelle. Josée Lapelle, dis-je. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. On va peut-être le démystifier d'emblée comme ça, sans perdre de temps. Qu'est-ce que c'est le CAP, communément appelé? Je vais emprunter le diminutif, là. C'est moins long, effectivement. Ben, nous, on est un organisme communautaire, on est indépendant du réseau de la santé, donc on est vraiment autonome. Puis on est là pour aider les gens qui sont insatisfaits des services qu'ils ont reçus dans le réseau de la santé ou qui considèrent qu'ils auraient dû recevoir, là. Donc, s'ils ont besoin d'un soin ou d'un service, puis qu'on leur refuse pour quelque raison que ce soit, puis qu'ils veulent le dénoncer, puis qu'ils veulent entreprendre une démarche qu'on appelle une démarche de plainte. OK. Et ça, c'est tout type opération, par exemple, mettons à l'urgence, à la clinique, à l'hôpital, dans tout type de centre de santé? Ou... Ben, on parle de tout ce qui est public, donc il faut oui. faire attention. Au niveau des cliniques, il y a certaines cliniques qui vont être considérées comme privées. Donc, c'est vraiment tout ce qui est public, mais ça couvre plus large aussi, ça couvre les services sociaux. Donc, on peut parler des centres de réadaptation, centres jeunesse, tout ce qui est ressources d'hébergement aussi. Alors, ne jamais hésiter à le faire parce que les gens ont peut-être tendance parfois à penser qu'ils sont des chialeux, parce qu'on nous a tellement, puis à juste titre, là, mentionné que nos anges gardiens durant la pandémie, nos infirmières par exemple, nos préposés bénéficiaires ont été tellement présentes puis ont apporté des soins, c'est sûr qu'ils sont dignes de mention. Mais là, évidemment, toute personne qui peut-être se sent lésée a des droits et peut les faire respecter. Là. Ben effectivement, puis ça c'est quelque chose que ça serait le fun qui change un peu, qu'on arrête de percevoir le fait de faire une plainte comme quelque chose de négatif, de gens chialeux, ouais. c'est très bien dit, mais plutôt de le voir comme un geste constructif. Le régime d'examen des plaintes a été mis en place pas pour trouver des coupables, mais pour trouver des solutions. Fait que son intention, c'est vraiment d'améliorer la qualité des services. Donc, le fait de l'utiliser, c'est vraiment jouer notre rôle de citoyenne actif, puis d'aider à l'amélioration du réseau. On va faire une mise en situation parce que, admettons que moi, donc, Alex Trudel, je veux faire une plainte. Je m'en vais au centre de la Cité de la Santé. Là, je vais le dire comme ça là, parce que, bon, c'est un des centres hospitaliers les plus connus chez nous sur notre territoire lavallois. Donc, je me rends là, je me sens peut-être mal accueilli, mal servi. Qu'est-ce que je peux faire là, à partir du jour 1? Là? Mais dans chaque établissement, vous avez un commissaire aux plaintes et à la qualité des services. C'est cette personne-là qui va traiter votre insatisfaction, qui va traiter votre plainte. Nous, comme organisme communautaire, on est là pour vous accompagner dans la démarche. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger la plainte ou pour vous retrouver, là, vous ne savez pas où vous adresser, ben nous, on est là pour ça, pour vous supporter pendant toute la démarche. Dans plusieurs langues, hein, je pense. Oui, tout à fait. Nous, on est bilingue minimalement, puis aussi, on a accès aussi à d'autres organismes qui vont offrir des services d'interprétariat là, aux besoins. Donc, dans le fond, à partir du moment où on vit une insatisfaction, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se fait accompagner. Puis, quand vous appelez au CAP, nous, ben, on prend le temps avec vous d'écouter ce que vous avez vécu, de faire un peu le ménage dans toute la situation, de vraiment valider avec vous pourquoi vous voulez faire la plainte, qu'est-ce que vous voulez qui change. Puis ensuite, ben, cette plainte-là, on vous aide à la mettre sur papier. Elle est envoyée au commissaire aux plaintes. Puis ensuite, le commissaire, là, il y a quand même 45 jours pour vous répondre. Là, donc, ça prend pas 6 mois à avoir une réponse lorsqu'on fait une plainte. Fait que c'est pas tabletté, là. C'est-à-dire que les plaintes, là, il y a vraiment un retour sur notre investissement, sur ce qu'on veut faire, sur notre plainte et sur il y a un suivi aussi. Là. Effectivement, le commissaire aux plaintes va répondre à tout le monde. Je vous le cacherai pas, là, je veux pas vous pendre du rêve là, puis planter des nuages. Là. Le réseau de la santé, c'est un gros bateau. Ça prend du temps parfois avant que les changements soient vécus concrètement sur le terrain. Mais il faut pas le voir non plus comme quelque chose d'être défaitiste puis dire ben ça donnera rien. Peut-être qu'effectivement votre démarche à vous ça va être une goutte d'eau dans l'océan des problématiques du réseau, mais ça va peut-être être aussi la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va faire en sorte qu'il y a des changements concrets et durables qui vont être mis en place.
Moi, j'aime toujours apporter des cas concrets, des cas à hauteur d'homme, comme on appelle l'expression consacrée. Est-ce qu'il y a des cas, justement, que vous avez eu à intervenir, vous avez aidé des gens, puis qu'il y a eu des changements sur le plan concret? Vous pouvez nous énumérer, par exemple? Bien, tout à fait, mais moi, j'aurais envie de vous en citer un que même le protecteur du citoyen a cité dans son dernier rapport annuel. Donc, justement, par rapport aux services qui sont moins accessibles. Donc, un adulte paraplégique qui vivait avec sa mère, qui s'est ramassé à avoir ses bains coupés à un seul bain par semaine. Pour lui, c'était pas suffisant. Je comprends. Puis, il a fait une plainte en premier recours auprès du commissaire aux plaintes. Et la réponse qu'il a reçue, c'est, ben, regardez, on a changé nos critères, puis vous êtes maintenant admissible à seulement un bain et plus de 2. Là, les 2 étaient insatisfaits, autant la mère que l'homme en question. Donc, ils ont décidé d'adresser tout ça au protecteur du citoyen, qui est le deuxième recours, là, si on n'est pas satisfait de la première réponse. Et le protecteur du citoyen a analysé tout ça, puis effectivement, il a recommandé à l'établissement, il a dit, ben, regardez, cette personne est une personne active, qui a besoin de 2 bains par semaine, qui peut pas être donné par la mère qui est trop âgée. Donc, redonnez le 2e bain. Et au-delà de ça, revoyez vos critères pour qu'ils soient plus flexibles, puis assurez-vous aussi que quand vous les appliquez, vous teniez compte de la réalité du quotidien des personnes là, qui sont touchées. Donc, concrètement, pour cette personne-là, ben, il y a eu un changement. Ouais, ben, oui, puis j'imagine que ça apporte des bienfaits. Tu sais, on n'a qu'à penser, parfois c'est, je veux dire, un bain, mais je veux dire, ça peut avoir toute une importance dans la vie d'une personne. Dans le cas que vous venez de nous présenter, j'imagine que ça a été bénéfique pour la suite des choses. Oui, puis pour les autres usagers aussi, parce que les critères ont été revus là, à l'intérieur de l'établissement. Oui. Et quand on veut faire une plainte, quand on veut s'adresser à vous, le tout se fait dans une confidentialité, j'imagine? Tout à fait. Nos services sont confidentiels, sont gratuits. Tout le régime d'examen des plaintes est confidentiel et gratuit aussi. Il n'y a pas d'avocat impliqué là-dedans. Vous n'aurez pas à témoigner, vous n'aurez pas à passer devant un juge. Donc, pas hésiter. Vous avez une question, tout simplement, ben adressez-vous à nous. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre puis de vous diriger. Parce que c'est ça, parfois, on a peur d'avoir l'air chialeux, mais on veut pas non plus se faire, comme vous avez dit un peu plus tôt, passer devant la cour ou évidemment, on a peur peut-être aussi de passer devant des gens qui pourraient être mal intentionnés dans notre démarche, là, je vais le dire comme ça entre guillemets, là. Mais donc, c'est parfois la peur des gens, là. Ça m'amène aussi à préciser que si jamais vous déposez une plainte, c'est distinct de votre dossier médical, là. Donc, il n'y a pas de mélange, là. Si vous vous représentez à l'urgence après, là, le premier papier sur le dessus, c'est pas votre démarche de plainte. Ça, c'est autre chose. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. C'est pas comme un policier qui lorsqu'on vous arrête sur le bord de la rue, il y a votre permis de conduire, qu'il y a votre dossier de conduite ou vos fautes du Code de la sécurité routière, finalement, là. Non, c'est vraiment 2 dossiers distincts. Alors, les moyens pour vous joindre sont assez évidents. Le caplaval.com. Sinon, ben, Facebook, vous avez également page Facebook. Sur notre page Facebook, vous allez retrouver plusieurs informations, des capsules vidéo, des capsules écrites aussi. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Par téléphone aussi. Oui. Faut pas hésiter. Et si je m'abuse, vous êtes intervenu récemment, là, vous avez, dans le cadre de la semaine des aînés, je crois, vous avez fait aussi certaines activités, je crois. Là. Oui, tout à fait. Une porte ouverte, dans le fond, on a fait une porte ouverte, puis on a participé aux activités de d'autres organismes aussi, là. Alors, pour vous dire que tous les âges aussi, vous pouvez intervenir, autant pour les personnes peut-être un petit peu plus vulnérables ou en perte d'autonomie que pour la population peut-être un petit peu plus active, on va le dire comme ça. Merci beaucoup à vous d'être passé, puis on se revoit très bientôt pour d'autres préoccupations concernant évidemment les usagers ou dossiers aussi du domaine médical qui nous tient ici en alerte. Merci à vous. Ça fait plaisir. Mon invité est Salomé Corbeau, comédienne que vous avez vu évidemment dans le petit écran à plusieurs égards et très content de l'accueillir. Mais là, pour un autre rôle qui est là, celui de porte-parole depuis de nombreuses années d'ailleurs, porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation qui récemment couronnait ses bourses, les récipiendaires de ses bourses Retour Réussite 2023. Salomé Corbeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être rapidement, mais quand même concrètement, nous rappeler ce que c'est la Fondation pour l'alphabétisation, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient peut-être pas les rouages de la Fondation. Alors, la Fondation pour l'alphabétisation, en fait, c'est surtout destiné à tous les gens qui veulent apprendre, en fait. Donc, ils ont des lignes d'aide pour rediriger vers des ressources. Donc, il y a la ligne Info Apprendre et Info Alpha. Donc, quel que soit votre niveau de littératie, ça peut être une formation continue, même si vous êtes déjà diplômé, ça peut être quelqu'un qui veut complètement retourner à l'école. Donc, la Fondation, c'est une espèce de plaque tournante, c'est ça, de toutes les ressources disponibles. Et c'est vraiment des gens qui vont vous aiguiller dans le parcours que vous voulez suivre.
Mais comme je vous dis, ça va de tous les niveaux de littératie. Puis il y a aussi le volet jeunesse qui est connu pour son volet, la lecture en cadeau, où on offre plus de 100 000 livres par année à des enfants issus de milieux défavorisés parce qu'on sait que la lecture, l'amour, le plaisir de lire, disons, c'est le début de la réussite à long terme. Totalement, totalement. Puis on pourra y venir si on a le temps, justement, avec le programme, disons-le comme ça, la lecture en cadeau. Mais évidemment, raison d'être de notre conversation, pierre angulaire, c'est certainement avec les bourses retour réussite dont on connaissait récemment les récipiendaires. Peut-être nous exposer tout d'abord dans quel contexte on a remis ces bourses-là, tout d'abord. Alors, les bourses retour réussite, c'est en collaboration avec la Fondation Desjardins, on demande à tous les services, les centres de services aux adultes apprenants de nous envoyer des candidatures de gens qui ont eu un parcours particulièrement inspirant et parce que c'est des parcours qui sont fascinants. C'est des gens qui ont une humilité, une force de caractère, un courage à toute épreuve. Et donc, on reçoit des candidatures, puis il y a un jury qui est formé et qui remet, donc, cette année, on en remettait 20. C'est le double de ce qu'on remettait avant. 20 bourses pour féliciter donc des adultes qui ont décidé de retourner sur les bancs d'école. D'ailleurs, parmi les boursiers, on a un Lavallois, là, soit Rémilie Langui, qui a reçu 1 500 $ quand même, c'est pas banal. Puis je lisais son parcours là, quand vous avez parlé d'une inspiration, d'une humilité et de résilience. Je pense que dans certains cas, est-ce qu'on peut parler de résilience aussi? Oui, hein? Complètement. En fait, c'est ce qui fait qu'on n'a pas le niveau de diplomation qu'on souhaiterait, c'est plein de facteurs, en fait. Et c'est jamais l'intelligence qui est un problème. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, on le sait maintenant. C'est vraiment le parcours qui s'avère bourré d'embûches. Des fois, c'est des grossesses, des maladies, des addictions, des problèmes de santé dans la famille, ou je veux dire de structure familiale. Il y a des gens aussi qui décrochent rapidement parce que travailler, c'est plus pratique, faire des sous tout de suite, là, puis se rendre compte que, finalement, peut-être qu'un diplôme, ça serait plus intéressant. Donc, les parcours sont super variés. Mais sont toujours des grandes sources d'inspiration. Moi, chaque fois que je rencontre un lauréat, j'ai comme une grande bouffée d'admiration pour eux, puis je me dis que je suis vraiment privilégiée, puis je veux profiter de ça. Je suis une grande privilégiée comparée à d'autres. Bien, certainement. Puis, peut-être juste pour compléter avec Rémilie Langui, parce que une bourse de 1 500 $, mais qui l'a permis dans son cheminement scolaire de renouer avec l'école, de réussir. Et je pense qu'il est actuellement préposé aux bénéficiaires. Donc, a trouvé justement une passion, un travail qui le motive au quotidien. Alors, on se réjouit de voir des cas concrets comme ce Lavallois qui est Rémilie Langui. Puis, je vous laisse saluer, mais c'est le cas de plein d'autres jeunes et de plein d'autres individus que vous avez rencontrés, là. Exactement, de tous âges aussi. Ça va de jeunes dans la vingtaine, 25 ans qui n'ont pas complété leur secondaire puis qui le finissent, mais il y a même des fois des gens de 60, on en voit de tous âges. Et dans le cas de risque, 1 500 $, c'est pas avec ça qu'on met un cash down sur une maison, là, on ne le cachera pas. Ouais. Mais c'est parfois juste aussi, il y a le symbole derrière tout ça qui fait que la société considère que tu as un parcours vraiment exceptionnel. Et si tu n'as pas eu de méritas en secondaire 5 en mathématiques comme tout le monde à 16 ans, voilà une forme de méritas qui est presque plus méritée. Je ne veux pas dire ça, mais au sens où c'est tellement des gens qui travaillent fort parce que, la plasticité du cerveau d'un 12, 13, 14, 15 ans, ça va. Mais quand tu es un petit peu plus vieux, là, recommencer à apprendre, c'est plus compliqué, là. Moi, j'essaie d'apprendre une autre langue en ce moment, puis je fais, oh là là, c'était plus facile quand j'avais 14 ans d'apprendre des nouvelles langues. Ça prend de l'humilité, hein? Ouais. Ça prend pas mal d'humilité. Exactement. Beaucoup d'humilité et de persévérance. Oui, littéralement. On a encore un peu de temps ensemble, Salomé Corbeau, puis je veux qu'on parle justement de la lecture en cadeau. Quel beau programme, quelle belle façon d'initier les jeunes justement de milieux, vous l'avez un peu effleuré en début de notre conversation, là, de milieux défavorisés. Comment s'articule cette campagne, la lecture en cadeau, pour l'expliquer aux gens? En fait, depuis le 12 août, les bornes sont arrivées. Je dis des bornes, mais ils vont me chicaner, c'est des boîtes. C'est des boîtes à l'effigie de la Fondation que vous allez retrouver dans à peu près toutes les librairies que vous connaissez, là, les grandes bannières comme les librairies indépendantes.
Puis l'idée, c'est que vous achetez, c'est que les particuliers, les adultes qui ont envie de donner un coup de pouce à ces enfants-là, issus des milieux défavorisés, on choisit un livre. Je dis tout le temps aux gens, choisissez le livre que vous auriez aimé avoir, vous, là. Essayez pas de plaire à tout le monde. Plaisir. Tu sais, il y a un super beau livre sur le sport écrit par Stéphane Garneau qui vient de sortir. Il y a le livre de Mélissa Molène-Dupuis, si vous voulez parler des Premières Nations. Je veux dire, des livres jeunesse, il y en a 1000, millions même. Et donc, le 12 août, avec la lecture Acheter un livre québécois, on s'est comme greffé à ça. Donc, nos boîtes sont arrivées dans les librairies et ça va jusqu'à Noël, je pense, jusqu'au 31 décembre. Les boîtes sont là. Donc, vous pouvez y déposer un livre, le livre de votre choix. N'oubliez pas que les 0 à 5 ans aussi font partie du programme. Des fois, on se dit, ben, ils savent pas lire, mais le geste d'ouvrir un livre, en fait, c'est un début de lecture. Ouais. Donc, un livre en mousse pour le bain, c'est de la lecture. C'est le début de l'idée de la lecture. Et ça commence très, très jeune. Et on le sait, plus un enfant va aimer lire, plus il va être bon en lecture, plus sa scolarité va être facile parce qu'après, ben, la lecture devient essentielle dans toutes les autres matières, en mathématiques pour la résolution de problèmes, en géographie, en histoire. Donc, on le sait que c'est vraiment le plaisir de lire qui facilite la scolarité. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et va faciliter peut-être de faire une série télé plus tard, comme Salomé Corbeau. Ben, on ne sait pas. Pas. Moi, j'étais bonne en lecture, mais j'haïssais ça parce que mes parents, c'est des intellectuels. Puis je trouvais ça plus le fun de jouer avec un vélo puis de grimper dans les arbres. Mais cela dit, comme j'ai lu très jeune et que c'était important, que ça faisait partie des valeurs de ma famille, ça m'a rattrapée à 17, 18, 19 ans quand j'ai voulu m'émanciper. Je vais dire, ah ben oui, je comprends pourquoi la lecture est si essentielle. Rien n'empêche de continuer à faire du vélo, là. Ben, littéralement. Puis, tu sais, je pense qu'on le dit très souvent, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à notre enfant, de lui offrir un livre. Moi, en tant qu'oncle, j'essaie de le faire à mes 2 neveux le plus souvent possible. Puis, j'ai encore en tête, là, ils sont un petit peu plus âgés, là, sont préadolescents les deux, mais quand même, je me rappelle, entre 0 et 5 ans, puis on allait dans une librairie, ils voulaient le livre était beau, ils voulaient le rapporter avec eux à la maison. Tu sais, je veux dire, même si c'est juste ça, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, ça éveille déjà une certaine conscience, un certain intérêt pour eux, là. Et en plus de dire à ces enfants-là, issus de milieux, donc, comme on le dit, défavorisés, qui n'ont pas beaucoup d'objets neufs, de leur dire, ben tiens, la société québécoise, elle croit en toi, elle croit en ta réussite, puis un adulte de notre société a décidé de t'offrir ça, c'est pour toi, c'est un cadeau, tu peux le rapporter. Moi, je suis là aux remises de livres, pas tous, évidemment, pas toutes, mais à chaque fois, les enfants font, c'est pour moi, je peux le garder. Donc, on sent qu'ils connaissent les livres de bibliothèque, mais que c'est rare qu'ils les gardent. Ouais. Et ils sont très émus. C'est ça, et la valeur qui est derrière un livre, justement, eux, je pense qu'ils en ont pleine conscience, justement, et surtout rempli de gratitude aussi dans ce geste-là également qui s'insère bien avec la campagne, on le rappelle, la lecture en cadeau. Puis évidemment, on parlait des bourses Retour Réussite, les liens au bas de l'écran pour pouvoir aussi aller s'enquérir de plus d'informations concernant la Fondation pour l'alphabétisation est au moment de se parler. Et je vous remercie beaucoup, Salomé Corbeau, d'être venu nous en parler justement de la Fondation puis évidemment de votre rôle de porte-parole. Merci, tout plaisir était pour moi. Merci. Beaucoup de parents qui se sont sentis déstabilisés par une question concernant ou un commentaire spontané de la part de notre enfant avec la sexualité. Je pense que ça arrive encore couramment, même si vous êtes grands-parents aussi à l'écoute. Il y a peut-être eu ce genre de questions-là aussi, duquel vous avez eu, vous aussi, quand vous avez été parent, que vous avez dû aussi répondre. Alors, comment trouver les bons mots? Comment aborder le sujet qu'est la sexualité? Eh bien, on en parle tout de suite d'ailleurs avec elle qui est sexologue, mais aussi autrice de l'éducation à la sexualité de la naissance à la préadolescence. C'est Mme Julie Lemay qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Et ce sera une question très simple, mais spontanément, je pense que tous les parents qui sont à l'écoute peuvent aussi opiner de la tête comme vous en disant, puis en se demandant pourquoi on est si mal à l'aise fondamentalement de parler de sexualité avec nos enfants, parce que ça fait partie des étapes normales de la vie et, je veux dire, du quotidien finalement. Totalement. Mais c'est une question qui peut sembler simple, mais elle est complexe en fait, parce que notre rapport à la sexualité comme adulte s'est complexifié avec le temps. Donc, quand on arrive pour se reporter à l'étape de l'enfance, à la découverte, au fait que ces enfants-là apprennent sur le monde, créent leurs repères. Nous, comme adultes, souvent, la sexualité, on la voit avec juste le premier mot, sexe.
on voit les relations sexuelles beaucoup. Faut parler aussi de l'éducation à la sexualité qu'on a pu recevoir nous-mêmes étant jeunes. Des fois, ça a été peut-être plus lacunaire pour certaines personnes. Toute notre historique aussi au fil du temps. Il y en a pour qui la thématique de la sexualité, c'est très positif. Il y en a pour qui c'est rattaché avec des blessures, des frustrations. Fait que de trouver notre zone d'aisance dans tout ce portrait-là évolutif, c'est pas nécessairement évident. Ouais. Donc, la question peut sembler simple, mais elle a un fondement complexe qui explique bien des choses ici. Oui, bien c'est ça, comme vous dites, c'est pas tout le monde qui a le même passé, qui a le même bagage familial. Pour certaines familles, c'était plus facile d'en parler. Même certaines générations qui ont eu des cours de FPS à l'école, dont je fais partie. J'ai été une des dernières cohortes oui. à en avoir dans mon cursus scolaire. Puis c'est peut-être pas la même réalité de nos jours aussi avec les générations qui ont suivi par la suite. Mais comment parler à nos enfants de sexualité? Je sais que c'est une question très vaste, très large, mais quand même, il y a sûrement des points de base auxquels se rattacher. Oui, bien, je dirais que une des bonnes nouvelles que j'annonce dans mon livre, c'est qu'on n'est pas obligé justement d'instaurer des conversations très formelles avec les enfants. Le fameux « viens ici, il faut que je te parle », c'est pas nécessairement la seule façon de faire de l'éducation à la sexualité. Bien sûr, ça peut faire partie du portrait, mais comme parents, l'éducation à la sexualité se fait beaucoup en étant un modèle de comment on communique avec les autres, un modèle de l'affection qu'on va donner aux gens de notre entourage, l'empathie, un modèle aussi de, tu sais, des fois on parle beaucoup des parties sexuelles, hein, rattachées à l'éducation à la sexualité, les parties privées et tout. À la maison, ben comment ça se vit? Comment ça se vit les soins d'hygiène avec les enfants? Est-ce qu'on nomme les bons mots pour parler des parties sexuelles, pour parler des parties du corps? Fait que toutes ces petites actions-là qui, des fois, sont sous-estimées, finalement, c'est vraiment important dans l'éducation à la sexualité en général. Fait que toutes les micro-interventions informelles de gérer des conflits dans une même fratrie, gérer des trucs qui se passent à l'école, les vêtements des enfants, est-ce qu'on leur laisse explorer leurs intérêts? Fait que ça, là, c'est de l'éducation à la sexualité. Fait qu'en étant modèle, c'est là qu'on en fait beaucoup. Oui. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est une avenue, selon vous, disons, probante pour en parler, mais moi, j'ai ma belle-sœur, la mère de mes deux neveux, pour dire que j'ai beaucoup... je trouvais ça quand même... judicieux de la façon dont elle s'y est, puis dont elle s'y prend toujours d'ailleurs. C'est des pré-ados pour mes deux neveux. Puis, elle est plutôt dans les questions que dans les réponses. Au sein de ces deux garçons. Est-ce que c'est une avenue qu'on peut exploiter? Oui, certainement. C'est données probantes, on y est. Okay. En fait, oui, c'est vraiment bien parce que l'éducation à la sexualité aussi, c'est vraiment apprendre à poser les questions, de dire, toi, t'as entendu parler ça ou qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ça veut dire quoi? On écoute la télé avec notre enfant, il voit des personnages qu'il admire. Qu'est-ce que t'aimes de ce personnage-là? Pourquoi tu voudrais y ressembler, toi? Tu sais, poser les questions, ça amène les enfants à faire leur propre chemin réflexif, à développer leur esprit critique. Donc ça, c'est vraiment dans les super bonnes pratiques. Vous direz félicitations Okay. aux membres de votre famille. C'est bon. Et je rajouterais même que c'est un bon réflexe à développer comme parent ou comme oncle, comme grand-parent. Des fois, quand on a une question qui nous déstabilise, comme vous le disiez en introduction, on ne sait pas quoi dire. Et juste de ramener la question à l'enfant, ça nous amène, nous, à comprendre il y en est où dans sa compréhension. Ouais. Ça nous amène on s'achète du temps, là, des fois, pour souffler un peu. Puis on n'est pas obligé d'avoir tout de suite la bonne réponse à la question et tout de suite la réponse à la question. Ouais. Donc, de dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis après, de dire, écoute, je vais aller m'informer, puis tu sais quoi, je vais te revenir avec la réponse. Puis il faut juste pas oublier l'enfant, mais ça aussi, c'est dans les bonnes pratiques. Oui. Puis est-ce que, parce que là, on parle beaucoup de diversité sexuelle ces temps-ci, il y a plusieurs sujets qui reviennent, dont, par exemple, les enfants, par exemple, qui peut-être sont homosexuels. Bon, l'homosexualité, je pense, ça fait quand même partie depuis un peu plus longtemps de notre lexique, là, mais il y a quand même, bon, tout ce qui est l'univers de la drag queen ou de la transsexuelle, évidemment, le consentement qui est revenu beaucoup aussi, puis c'est vraiment sain et nécessaire de le faire, ce dialogue-là, mais quand même, parfois aussi, ces dialogues-là vont très vite pour les parents, et les parents ne se sont même pas non plus fait une analyse, n'ont pas pu se poser les questions sur ces sujets-là. Alors, ça aussi, c'est difficile je me mets dans la peau d'un parent que je ne suis pas encore, mais je me dis ça peut être difficile pour un parent aussi, confrontant parfois sur certains sujets pour nos enfants, finalement.
Vraiment. Ben, le livre, je l'ai vraiment écrit pour tous les adultes significatifs dans la vie des enfants. On ancre beaucoup dans le quotidien familial, mais en même temps, je trouve ça important parce qu'on a parlé d'éducation à la sexualité qu'on peut avoir reçue. C'est sûr que dans notre temps, qui n'est pas si loin que ça, on est déjà dans d'autres réalités. Tout ce qui est les réseaux sociaux, ça n'existait pas nécessairement. Là, les enfants sont confrontés à ça, sont confrontés à une multitude de points de vue, d'informations. Comment s'y retrouver? Des fois, comme parents, comme adultes, on peut sentir qu'on traîne de la patte un peu. On peut sentir qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas familière, des réalités. On parlait des dragues, on en parlait peut-être moins quand on était plus jeune. Et je trouve qu'en éducation à la sexualité, soit que c'est correct des fois d'apprendre au même rythme que les enfants. C'est correct aussi d'avoir l'humilité de dire, tu sais quoi, ça, je ne connais pas tant là-dedans, je vais aller m'informer ou je vais même demander à quelqu'un de l'entourage d'en parler avec toi parce que peut-être qu'on n'est pas les personnes qu'on se sent les mieux placées pour en parler. Ça prend un village pour élever un enfant, ça peut prendre un village pour faire l'éducation à la sexualité. Puis des fois, ben, il faut aussi déconstruire des croyances qu'on a pu avoir avec le temps pour mieux reconstruire nos repères. Puis ça, ben, c'est sûr que ça peut être confrontant. Donc, mais l'important, c'est vraiment d'aller s'informer avec les bonnes plateformes pour vraiment là, avoir les bonnes informations. Et votre livre en est un. Ça, je suis persuadée pour l'avoir consulté. Puis j'ai justement à ma belle-sœur, dont je faisais référence, je lui ai donné une seconde vie au livre parce que je voulais qu'elle puisse... elle est enseignante aussi au primaire. Donc, je voulais qu'elle ait aussi une autre courroie de transmission pour pouvoir peut-être aussi s'en imprégner pour ses propres enfants, mais aussi peut-être pour faire une certaine forme de pédagogie, je vais dire comme ça, à travers votre livre. Et je pense que ça peut aider à créer un lien de confiance entre un adulte et un enfant, votre livre aussi. Alors, vraiment, bravo pour ça. Alors, je rappelle que vous êtes l'autrice de l'éducation à la sexualité, donc de la naissance à la préadolescence et bien sûr aussi sexologue. Alors, bien placé pour vulgariser le tout. Merci beaucoup à vous, Mme Julie Lemay. Merci. Vous avez déjà vu Dany Labrec, mais là, vous allez le voir encore plus souvent à notre émission, puis je suis bien content de ça. Comme collaborateur, il viendra mensuellement nous parler du monde de l'hypnose. C'est très, très vaste. Il est lui-même, d'ailleurs, un hypnothérapeute, puis aussi expert pour former des hypnothérapeutes, d'ailleurs. Je peux le désigner comme ça, expert en hypnose thérapeutique et humaniste. Salut, Dany. Salut, Alex. Je suis vraiment content de te retrouver. Moi aussi, je suis content de revenir. Hey, on va, avant de parler de notre sujet principal d'aujourd'hui, peut-être démystifier ce que c'est l'hypnose thérapeutique et humaniste, parce que ça peut devenir, je pense, complémentaire, mais c'est deux choses qui sont un peu distinctives. Là. En fait, l'hypnose humaniste, on va parler d'un type d'approche. On le verra un peu plus tard là, dans les chroniques, il y en a 4. Et l'hypnose thérapeutique, c'est son application. Donc, c'est un peu le sujet qu'on va voir. Donc, on l'applique dans un cadre d'accompagnement, en fait. Et ça peut être différentes approches en hypnose qu'on utilise de manière thérapeutique aussi. Donc, on le distingue de cette manière-là. On pourra effectivement le voir un peu plus tard au cours de l'automne. Et peut-être là, évidemment, c'était de démystifier ce que c'est finalement, disons, un hypnothérapeute et ceux qui le font peut-être à des fins de spectacle. Est-ce que je peux l'indiquer? Mesmer étant souvent un point de référence qui est connu au Québec. Là. Donc, peut-être allons-y tout d'abord de ces deux choses qui sont complètement différentes. Là. C'est vrai que c'est différent parce que si on prend à la base que l'hypnose est un outil, un peu comme un outil, si on prenait un marteau, pour un menuisier, pour un plombier, même pour un chirurgien, ça n'a pas la même fonction. Donc, si l'hypnose est un outil, on le compare de cette manière-là, en fait, on l'utilise de différentes manières. Pour quelqu'un qui est un hypnotiseur, un fascinateur, dans l'exemple de Mesmer, donc l'outil, l'hypnose, est utilisé à des fins de spectacle, divertissement, pour passer un bon moment. Dans le cas d'utiliser l'hypnose en thérapie, donc en accompagnement thérapeutique, là, on l'utilise vraiment pour soulager, diminuer des symptômes chez les gens qui ont vraiment des problématiques ou des objectifs à atteindre. Est-ce qu'il y a quand même des points de base sur lesquels un fascinateur puis un hypnothérapeute va s'y prendre pour peut-être la personne, finalement, la rendre un peu dans un état d'hypnose? Est-ce qu'il y a quand même des techniques de base qui peuvent, je comprends que le résultat n'est pas le même, mais qui peuvent sur lesquelles se baser pour en arriver à leur fin ou en arriver au résultat qu'ils souhaitent? Là? Absolument. En fait, le chemin est le même, c'est la destination, en fait, qui est différente. Donc, d'amener l'hypnose, on dit c'est un état modifié de conscience, donc on l'utilise pour justement avoir un bon spectacle ou qu'on l'utilise pour amener
des ressources à la personne. Oui, le chemin est semblable, identique, c'est la finalité qui va être finalement différente. OK. Et justement, comment on s'y prend pour un hypnothérapeute, par exemple? Parce que moi-même, ayant déjà eu un traitement en hypnothérapie, je peux quand même le dire, il y a des bienfaits qui se font sentir à court, moyen terme. Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut être traité de cette façon-là, c'est-à-dire d'avoir des traitements où il y en a qui sont moins peut-être réactifs, où il y a pour toutes sortes de raisons, de façon génétique, qui sont peut-être moins susceptibles de pouvoir avoir ce genre de traitement-là? En fait, oui, c'est différent pour chaque personne. Et là, tu connais évidemment la règle pour l'accompagnement. Nous, on ne fait pas de traitement en tant que tel en hypnose. C'était juste pour le Oui, je comprends qu'il y a des termes. Et oui, en fait, ça va dépendre de l'intention des gens aussi. Ça va dépendre de leur ouverture à cette approche-là pour le faire. C'est sûr qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui vient contre son gré, c'est impossible. On ne peut pas faire quelque chose contre quelqu'un qui ne veut pas tout simplement le faire. Et les gens qui sont là, bien, on va dire, moi j'aime bien dire aux gens, est-ce que vous êtes sincère dans votre demande, donc pour accompagner les gens. Et là, ça fonctionne bien parce qu'on a un ensemble, on forme une équipe avec la personne et puis l'hypnothérapeute. Oui, tout à fait. Et là, on a parlé bien sûr du praticien ou du maître praticien que je veux aborder parce que ça, c'est quand même, quand on voit ça, par exemple, puis c'est toujours un peu de la peur, je pense, de certaines personnes, de voir des gens qui s'improvisent aussi, des charlatans, comme on appelle communément, là. Donc, parce qu'il y a des gens qui s'improvisent maître ou qui peuvent emprunter le mot maître praticien aussi. Alors, comment bien distinguer les gens qui sont formés, qui sont des professionnels versus de ceux qui ne le sont pas? En fait, c'est vrai que le titre ou la profession d'hypnothérapeute, c'est pas un titre qui est protégé. C'est-à-dire que après un petit cours, comme on dit en ligne, quelqu'un pourrait s'appeler hypnothérapeute et bon, ça serait, il y aurait quand même le droit de le faire, sauf qu'on va regarder souvent le nombre d'heures. Donc, fort heureusement, là, au Québec, il y a ceux qui pratiquent l'hypnose en règle générale. Il y a des balises, sont bien formés. Oui, il y a des balises avec des associations. Et quand on parle de praticien ou de maître praticien, c'est souvent un titre qu'on va mettre avec des gens qui ont déjà une profession établie. Par exemple, un infirmier qui utilise l'hypnose dans le cadre de sa profession, donc il ne peut pas être hypnothérapeute, mais il va être infirmier et il pratique l'hypnose. Est-ce que ça pourrait être un psychologue, par exemple? Ça pourrait être un psychologue aussi, un médecin, ça pourrait être des gens un dentiste qui pourrait utiliser justement de l'hypnose. Donc, c'est un praticien ou tout dépendant s'il a suivi des formations plus poussées, ce qu'on appellerait un maître praticien en hypnose. Parce que toi, tu enseignes aussi. Oui. Tu formes des hypnothérapeutes. Exact. Ouais. Alors là, à ce moment-là, quand on parle de former ou d'étudier l'hypnose, on bascule dans le terme hypnologue, donc le mot logos, qui veut dire la parole, donc d'étudier, d'enseigner l'hypnose. Donc, ça veut dire que lorsque je suis devant un groupe, par exemple, en formation, ben, je ne suis pas hypnothérapeute. Ma fonction principale, c'est hypnologue, donc de transmettre des connaissances à propos de l'hypnose. Et est-ce que l'hypnothérapie et en même temps aussi le métier, puis ma question sera sur les deux fronts, est-ce que ça évolue rapidement grâce à la recherche, grâce à parce que c'est une façon d'intervenir qui vient de l'Europe, qui vient de plusieurs centaines d'années, si je ne m'abuse, en tout cas. Oui. Alors, ça ne vient pas de l'Amérique du Nord, évidemment. Donc, est-ce que ça évolue rapidement dans ce domaine-là? Absolument. À un moment donné, on a délaissé l'hypnose parce qu'on n'avait pas de résultats probants ou empiriques. Et là, aujourd'hui, bien évidemment, il y a plein de recherches qui se font. On peut utiliser ça, voir les états modifiés de conscience avec des électroencéphalogrammes, par exemple, ou d'autres techniques aussi pour regarder ce que la personne vit, entre guillemets, là, dans ces états modifiés de conscience. Et il y a beaucoup de publications qui se font sur le sujet de plus en plus dans le domaine scientifique. C'est ça. Et la médecine ou les psychologues, moi, j'en connais beaucoup qui se sont fait suggérer d'aller voir un hypnothérapeute pour les aider dans une forme de thérapie, là, pour compléter ce que un psychologue pouvait faire, ou un psychiatre, par exemple, dans certains contextes, là, pouvait faire en intervention. Donc, je pense que de plus en plus, c'est approuvé par les psychologues, par exemple, l'ordre des psychologues, par exemple. En fait, on regarde, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être complémentaire, entre autres aussi avec d'autres professions. Donc, si on peut travailler de pair avec
des psychologues ou des médecins, justement pour aider la personne à avancer, à évoluer dans son processus. Ben là, nous, on est plus qu'heureux de le faire avec ces groupes-là. Alors, on saura bientôt pouvoir parler de la distinction entre justement ce côté qui, on le disait d'emblée, humaniste et donc thérapeutique, parce que il y a vraiment des façons d'intervenir aussi, des bienfaits qui sont, je le disais, moi-même ayant vécu l'expérience, ça m'a fait un soulagement, ça m'a apaisé sur certaines choses. Donc, je vous invite à être là à la prochaine chronique pour en apprendre davantage. Dani, merci beaucoup. Merci, Alex. Merci beaucoup encore. Encore un plaisir. Les membres du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle sont préoccupés par des données révélées par une nouvelle étude de l'Institut de recherche d'information socio-économique, connu sous le nom, peut-être vous connaissez mieux, l'IRIS, qui vient de confirmer qu'au Québec, qu'au Canada même, on a un retard important en matière d'alimentation scolaire, notamment parmi l'étude dont je faisais référence un petit peu plus tôt. On confirme que seulement 12 % des enfants du primaire au pays bénéficient d'un programme d'alimentation scolaire, contre 61 % dans la moyenne des pays à revenus élevés. Et aussi toujours dans quand même les chiffres qui nous montrent à quel point on doit faire vraiment de grands efforts sur ce plan-là, parce que plus d'un enfant sur 5 au Québec vit une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Alors, c'est assez préoccupant et on dit que c'est plus de 200 000 élèves du réseau public. On en discute tout de suite avec la coordonnatrice, justement, du chantier pour un programme d'alimentation scolaire universelle du Québec. Elle est avec nous. Bonjour, Maëlle Brouillette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, pourquoi? Parce que ça fait quand même depuis quelques mois dont une lettre ouverte qui avait fait grand bruit au printemps dernier dans la presse, notamment en avril dernier. Donc, pourquoi menez-vous cette bataille-là? Pourquoi militez-vous notamment auprès du gouvernement pour un programme d'alimentation universelle, tout d'abord? Bien, d'abord, on croit que tous les enfants devraient avoir accès à des aliments sains, locaux, éco-responsables, sans stigmatisation, donc peu importe leur situation socio-économique. Oui. Et est-ce que, parce qu'il y a quand même des organismes qui existent déjà, moi je pense spontanément au Club des petits déjeuners du Québec qui, bon, on le sait, dans plusieurs écoles, depuis plusieurs années aussi, vont fournir des déjeuners à des milliers d'écoliers. Qu'est-ce qu'un programme comme celui-là, si on l'implantait, ferait que, par exemple, des organismes comme le Club des petits déjeuners fait déjà? Qu'est-ce qu'on viendrait bonifier, par exemple? En fait, la problématique actuellement, c'est que très peu d'écoles primaires et secondaires au Québec ont accès à des programmes, soit du Club des petits déjeuners, de la cantine pour tous, des programmes de littératie alimentaire. C'est des accès qui sont inégaux, qui sont aussi orientés sur les écoles qui ont de plus grands besoins, donc qui sont cotées à un certain degré au niveau de l'indice de défavorisation. Ce qui fait qu'il y a des écoles et des élèves qui pourraient bénéficier de ces programmes-là et qui n'ont pas accès du tout. Donc, l'objectif, avec les organismes que vous avez nommés, qui sont d'ailleurs dans le comité de pilotage du chantier, c'est de mettre en commun nos forces, nos connaissances, puis de proposer quelque chose qui est adapté et réaliste par rapport à la réalité des différentes régions du Québec. Est-ce que le chiffre qui circulait dans les médias, je lisais 1,7 milliard de dollars si on implantait un programme comme celui-là, c'est toujours le cas, mais évidemment, on n'est pas contre la vertu, mais on se demande comment on en arriverait à financer pareil programme quand il y a actuellement, je me fais un petit peu l'avocat du diable, là, mais un système de l'éducation qui est, disons, craque un peu de partout. Là. On n'a qu'à se rappeler la rentrée qui a été, disons, juste sur le plan des enseignants, d'avoir des gens qui sont qualifiés pour pouvoir enseigner ce qui sont les besoins primaires aussi de nos écoliers, en plus de pouvoir les nourrir. Là. Donc, c'était défaillant. Donc, c'est sûr que spontanément, on se pose la question comment on en arriverait à financer pareil programme. Déjà, il faut faire la différence. L'étude de l'IRIS a proposé un programme qui incluait la mise à niveau d'infrastructures, par exemple la construction de cuisines dans des écoles, qui couvrait aussi le service de garde durant l'heure des dîners, qui assurait que l'État payait 100% de toutes les interventions qui touchaient à l'alimentation scolaire. Alors qu'il y a une communauté de la société civile qui est très mobilisée autour de l'alimentation scolaire déjà dans le Québec. Vous avez nommé des organismes. Donc, qui sont déjà financés, déjà un montant qui est investi là, par le gouvernement du Québec par rapport à ces organisations-là.
Et aussi, l'idée, c'est qu'on puisse justement arriver à avoir un prix abordable. Pour nous, c'est pour le chantier, en fait, la proposition qu'on mène, ce n'est pas un programme de repas gratuit, mais un programme qui baisserait les barrières à l'accessibilité pour permettre à toutes les familles, peu importe leur revenu, d'avoir accès à ce programme-là, par exemple, par une tarification sociale ou solidaire. OK, donc ça pourrait être, on émet une supposition, là. Ça pourrait être, mettons, modulable selon le portefeuille des parents, par exemple. Est-ce que ça serait ça, par exemple? Dans le sens que si les parents Exactement. ont un salaire annuel conjointement qui est plus élevé, par exemple, qu'un autre enfant, paierait un petit peu plus, une tarification un petit peu plus élevée, là. Exactement. Ça n'empêcherait pas, par exemple, les mesures comme actuellement les mesures d'aide alimentaire qui sont déjà présentes de continuer à financer une partie de ce programme-là. Mais il y aurait aussi, ce qu'on souhaite, nous, c'est un financement partagé entre les parents, le provincial et aussi le fédéral, qui a déjà entamé des démarches pour faire un programme national de nutrition scolaire. OK. Et parce que là, par la suite, est-ce qu'on disposerait de repas à nos enfants, le déjeuner, le dîner, parce qu'évidemment, plusieurs passent une majeure partie de la journée à l'école. On n'a qu'à penser déjeuner, l'heure du midi. Donc, est-ce que ce serait seulement qu'un repas ou tous les repas, de la façon dont on disposerait finalement les repas, finalement? Nous, on veut que l'offre de repas soit disponible autant pour le déjeuner, le dîner que les collations. Cependant, on sait que les écoles connaissent au mieux le besoin de leurs élèves et pourraient être en mesure de choisir exactement ce qu'ils ont besoin pour répondre adéquatement à l'ensemble des élèves de leur école. OK. Et pour les prochaines étapes, parce que, évidemment, je pense que tout le monde qui est à l'écoute actuellement est ouvert à cette possibilité-là pour que nos jeunes puissent avoir le ventre plein. On sait que ça a plein de résultats probants sur la réussite scolaire par la suite, la motivation scolaire aussi dans le quotidien. Mais quelles sont les prochaines étapes là, pour peut-être en arriver du moins à un résultat de ce qu'on a parlé précédemment? Si je peux me permettre, juste pour augmenter en fait les retombées, on a aussi des retombées au plan socio-économique aussi, au niveau de l'environnement également, si on se concentre sur des aliments locaux, donc, et de santé publique. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes retombées qu'on peut avoir au niveau d'un programme d'alimentation scolaire. Pour ce qui est des prochaines étapes, en fait, nous, on est en train de mener la campagne Bien manger à l'école, qui vise à appuyer la mise en place d'un programme d'alimentation scolaire auprès du gouvernement. Donc, moi, j'inviterais tous les gens qui souhaitent appuyer cette campagne-là à se rendre sur le site www.bienmangeral'école.ca et de signer la campagne d'appui. On a aussi un état des lieux de l'alimentation scolaire qui va sortir dans quelques semaines, en fait, sur lesquels on va pouvoir savoir un peu ce qui se fait au Québec, qu'est-ce qui pourrait être envisageable également, puis un petit peu plus sur le genre de programme que le chantier co-développe avec des partenaires du milieu, et ça depuis à peu près 1 an et demi. Et ensuite, on a le grand forum de l'alimentation scolaire qui va se dérouler en novembre, le 22 novembre à Québec, où on va réunir à peu près 300 experts de toutes sortes de milieux, justement, pour essayer d'avoir un engagement du gouvernement et de présenter l'état de notre démarche, en fait. J'espère qu'en tout cas, le message sera entendu parce que je pense que c'est plus que nécessaire de s'y attarder à juste titre. Merci de nous avoir parlé. Je rappelle, Maëlle Brouillette, que vous êtes coordonnatrice du chantier donc pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. On fera un suivi sur ce dossier cet automne. Je m'engage personnellement à ça. Puis je vous réinvite très bientôt lorsqu'on pourra avoir un retour sur ces rencontres à venir cet automne. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Passons maintenant au sport local. Tout d'abord, au hockey, les pétroliers de Laval qui n'ont qu'un seul objectif en tête pour la prochaine saison 2023-2024, à être sacrés champions de la Ligue nord-américaine de hockey. Quand même, l'an dernier, ils ont terminé au sommet du classement en saison régulière, mais ils ont été éliminés en demi-finale des séries. Et avec la fin de saison l'an passé, je crois que les gars ont très faim cette année. C'est ce qu'a affirmé le nouvel instructeur de l'équipe, Daniel Gauthier, lorsque questionné. Il compte poursuivre le travail initié par Pierre Pelletier, qui d'ailleurs dirigeait l'équipe depuis son déménagement sur l'île Jésus. En 2022-2023, Laval qui a terminé au sommet du circuit avec 162 buts marqués en seulement 36 matchs.
On dit que ce sera encore fort probablement le cas cette année. On a bon espoir, même si on a perdu malheureusement le service de Nicolas Poulin, qui a été le meilleur buteur de l'équipe lors des 3 dernières campagnes. Il a toutefois été remplacé par plusieurs bons éléments, dont l'attaquant Émile Poirier, celui-ci qui est un ancien choix de premier tour des Flames de Calgary. Et pendant la dernière campagne, le hockeyeur de 28 ans qui a obtenu 26 points en 40 matchs dans la première division allemande. Et les Pétroliers qui ont entamé leur saison régulière, c'était jeudi dernier contre les Éperviers de Sorel-Tracy au Colisée de Laval. Et toujours en vous parlant de hockey, Pascal Vincent qui obtient finalement sa chance dans la Ligue nationale de hockey. Et ça, c'est près de 30 ans là, après ses débuts dans le domaine du hockey. Il a été nommé entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus de la Ligue nationale de hockey. Principal intéressé, avoue ne pas avoir encore réalisé qu'il a atteint son rêve. Il remplacera Mike Babcock, qui a suscité, on se rappelle, une polémique entourant la vie privée des joueurs de l'équipe au cours des dernières semaines parce qu'il voulait fouiller dans le téléphone intelligent de ses joueurs. Et le Lavallois, pour revenir à Pascal Vincent, qui a débuté sa carrière d'entraîneur avec les Régents de Laval-Laurentides-la-Naudière au niveau Midget 3A, connu aujourd'hui sous le nom de M18 3A. Il a ensuite été l'entraîneur-chef des Screaming Eagles du Cap-Breton pendant 8 saisons avant de joindre la défunte formation du Junior de Montréal pour 3 ans, toujours dans la LHJMQ. Et en 2011-2012, Vincent s'est retrouvé derrière un banc de la Ligue nationale en tant qu'entraîneur associé chez les Jets de Winnipeg. Il a occupé ce poste 5 ans. Puis par la suite, il est allé diriger le club-école de l'équipe dans la Ligue américaine de hockey, et ce pour 5 autres campagnes. Et finalement, donc il a joint Columbus comme entraîneur adjoint, entraîneur associé si vous préférez, en 2021-2022. Et il a reçu l'appel tant attendu le 17 septembre dernier. Et malgré cette longue attente, l'homme de 51 ans dit qu'il conseillerait aujourd'hui au jeune Pascal Vincent d'être toujours patient et il ne changerait pas sa route. Et les Blue Jackets de Columbus ont été affligés par les blessures au cours de la saison dernière. Et si cette situation ne se répète pas, Pascal Vincent souhaite compter sur une formation rapide, structurée et qui montre de l'intensité. Par ailleurs, celui qui a joué son hockey mineur à Laval ne cache pas que 2 dates sont actuellement encerclées à son calendrier. Vous me voyez venir. Le match inaugural des Blue Jackets ainsi que la première rencontre contre le Canadien de Montréal au Centre Bell. Et pour le paraphraser, je veux voir mes parents et proches ici pour le premier match. Ils m'ont supporté tout au long de mon cheminement. Ce sera l'accomplissement de beaucoup d'efforts, des sacrifices pour un paquet de gens. Et c'est sûr que j'ai hâte au match à Montréal. Je suis Lavallois, c'est ma ville, mais je suis aussi un Québécois. C'est ce qu'il a aussi avancé du même souffle. Les gymnastes canadiens qui ont terminé au 4e rang des qualifications à l'épreuve par équipe lors des championnats du monde de gymnastique. Et cette performance les assure de terminer dans le top 8 de la compétition et d'obtenir leur billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Les Canadiens avaient besoin de terminer dans les 12 premières équipes pour se qualifier. Donc, cela signifie que les gymnastes lavallois Félix Dolci et William Aymar rejoignent Laurie Denomé, qui s'est également qualifiée avec la formation féminine plus tôt l'an dernier. L'équipe masculine qui prend part aux mondiaux est composée de Félix Dolci, William Aymar, René Cournoyer, Jason Rampersad et de Zachary Clay. Le Canada qui a obtenu un score total de 249,26. Les plaçant derrière les Japonais, les Américains et les Britanniques, c'est moins de 1,1 point qui les a séparés de la 4e, de la 8e place. Donc quand même, c'est un beau fait d'armes pour nos gymnastes canadiens. Bravo. En tennis maintenant, depuis le 15 septembre, le court numéro 3 du parc Couvrette porte désormais le nom d'un grand bâtisseur, soit celui de Gilles Crémer, qui s'est vraiment impliqué depuis très longtemps dans le domaine du tennis. Bien connu dans la sphère tennistique lavalloise, il est le fondateur de la Ligue Crémer qui existe depuis 48 ans. Il a également travaillé au service des sports, des loisirs de la ville de Laval entre 1965 et 1998 avant d'agir à titre de président de Tennis Laval pendant 10 ans, soit de 2002 à 2012. Et il a reçu évidemment cet honneur là, de belle façon pour mentionner notamment son allocution. Il a dit « C'est une belle reconnaissance et je suis maintenant âgé de 79 ans et lorsque je vois un terrain qui porte mon nom, ça me fait vraiment chaud au cœur. » Les 5 terrains, d'ailleurs, en terre battue de ce parc plutôt, situé à Sainte-Dorothée, revêt d'une importance particulière aux yeux de Gilles Crémer, qui s'est battu pour les obtenir pendant de nombreuses années. Elle est de retour!
avec en plus son parfum et son sourire éblouissant. Monia Abadi, salut! Salut, ça va bien? Comment ça va toi? Ça va super bien. Je suis très content de t'accueillir à nouveau. Bien sûr, je vais préciser aux gens que tu es chroniqueur avec nous autres, mais aussi, bien entendu, coach de vie également certifié. Et là, tu veux nous parler? Je t'avoue, j'étais perplexe. Je me demandais dans quelle direction tu voulais aller, de richesse. Sous quel angle tu veux nous en jaser? De l'abondance financière, dans d'autres mots, de l'argent. Tout simplement. Puis, on dirait qu'on a tous un tabou par rapport à ça. Bien, je te dirais que c'est quelque chose... Surtout au Québec. Oui, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, je vais t'avouer qu'en séance, on va beaucoup parler de l'argent, de l'abondance financière, de qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait plus d'argent, puis tout. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est, je vais commencer par te poser une question, Alex. OK. On échange les rôles pour le bien de notre conversation. J'ai hâte de voir tu t'en vas où avec ça. Si je peux te demander, c'est quoi tes 3 principales valeurs en ordre de priorité? Serait quoi? Moi, je suis quelqu'un qui n'a aucune valeur. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment non respectueux des règles. Moi, je suis quelqu'un vraiment, là, tout ce que vous voyez là, c'est du fake. Non. Pour vrai, je pense que je te dirais le respect, si on peut appeler ça une valeur, là, la bienveillance, pour moi aussi, c'est à l'égard de tout le monde, autant les collègues, les amis, la famille, que quelqu'un que je croise sur le bord de la rue, si c'est un aveugle qui a besoin d'aide pour traverser la rue, je veux dire de la bienveillance sous toutes ses formes. Et je dirais aussi l'amour, en fait. Ça va paraître un peu... je trouve que pour moi, c'est un autre... Mais l'amour de soi, l'amour des gens autour de nous aussi, je te dirais. Là. Ouais. Alors, on va y aller avec bienveillance. Dans l'exercice que je fais avec mes clients, ça s'appelle le service. Et c'est une des valeurs qui revient le plus. Donc, souvent, on va penser que les gens vont parler d'argent parce que ça fait aussi partie de l'exercice. Et l'argent ne ressort jamais. Jamais, 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 il y a quelqu'un qui a ressorti dans sa liste de 5 valeurs celui de l'argent, de l'abondance financière et de la richesse. Par peur du jugement, encore là, par peur de... Non, parce que ça revient constamment dans les séances. Ouais. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, quand on pose les questions avec l'exercice, c'est qu'on commence avec le conscient, puis vous savez tous qu'on parle de conscient et de subconscient, beaucoup avec moi. Et tranquillement, on descend vers l'âme, vers le cœur, et c'est là où est-ce que les valeurs subconscientes vont sortir. Donc, ce que j'ai appris à travers ce cheminement... C'est là que tu sais si tu es un écœurant ou pas quand tu descends plus bas. OK. C'est le fait que c'est ce qui relie à l'argent. Ouais. Donc, la valeur qui va sortir souvent, c'est la liberté, la sécurité, l'abondance, et l'argent va leur procurer ça. Donc, c'est pas la valeur, mais c'est comme un véhicule qu'ils vont utiliser pour finalement avoir la liberté, avoir l'accomplissement, puis avoir, dans le fond, l'abondance. Mais que suggères-tu pour s'affranchir de ça? Ça va dépendre du lien que tu fais. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour voyager. C'est une réalité. C'est utopique de penser que l'argent n'est pas nécessaire puis n'est pas important. C'est quand même un véhicule qu'on utilise depuis très, très, très longtemps. Puis ça a sa raison d'être. Par contre, la personne qui parle d'argent, souvent, ça va être ce que l'argent lui procure. Puis c'est là où est-ce que je veux en venir. On peut peut-être arrêter de regarder l'argent comme tabou, comme tu dis, mais plus aller rechercher, mais qu'est-ce que la personne relie à cette abondance financière-là? Mais ça peut se traduire dans plein de choses. Je peux l'amener au devant de la scène parce que moi, j'ai fait un marathon tout récemment. Pour certains, ça va être ce genre d'accomplissement-là, ça va être cette richesse-là qui vont, parfois, dans certains agissements, dans certaines réussites, penser que ça va disons, les définir comme personne. Mais moi, il y a évidemment des raisons personnelles qui m'ont amené à faire un marathon. Donc, je me considérais, je m'estimais, j'avais un respect pour la personne que j'étais avant d'accomplir le marathon. C'est sûr qu'on ne va pas se bercer d'illusions. Ça m'a donné une confiance nouvelle. Ça m'a donné aussi une sorte de fierté, c'est clair. Mais je l'ai fait pour des raisons humaines, des raisons aussi qui sont reliées à des gens autour de moi qui malheureusement sont décédés. Donc, chacun a ses propres considérations, puis c'est correct, là. Mais c'est là où parfois, quand on veut, j'imagine, je ne sais pas si c'est ta façon de voir les choses, mais quand on accomplit quelque chose, il faut juste peut-être savoir pourquoi on le fait.
quelle est ton intention? Quelle est ton intention derrière? Tout à fait. Puis c'est beau ce que tu viens de dire parce que souvent, l'argent est relié à ce que tu fais, à ton métier. Puis on a souvent parlé de croyances limitantes. La plus grande croyance qui existe, c'est « je suis ce que je fais ». OK? Donc, de là, on peut juste voir qu'est-ce qui peut arriver dans le cheminement d'une personne. Et là, tu as justement, parce que je trouve que ça fait une belle courroie de transmission, tu as lancé, est-ce que je peux le dire, donc un nouveau recueil d'accompagnement, je pense. Donc, c'est un recueil d'accompagnement qui s'appelle « Vivre ». C'est sur 6 semaines, il y a 5 chapitres. Pour l'instant, la formule, l'idée initiale, c'était de l'offrir, dans le fond, aux gens qui voulaient se le procurer puis faire les exercices par eux-mêmes, puis par la suite, s'ils voulaient avoir un accompagnement avec moi par la suite. Mais tout récemment, le projet a pris une autre tangente et là, je vais offrir un cours de groupe sur 6 semaines. La date, ça va être le 13 novembre prochain. Donc, pour 6 semaines, ça nous amène juste avant Noël là, pour la dernière. Et dans le fond, c'est ma première cohorte, c'est mon lancement pour l'accompagnement de mon recueil. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si on peut le prendre, là, puis peut-être aussi, je veux le regarder aussi pour les gens également qui sont avec nous actuellement. Donc, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ouais. On parle des 5 langages d'amour, un sujet qu'on avait discuté la saison passée. Oui. Par la suite, on a les styles d'attachement, donc les 4 styles d'attachement. Ensuite, on va parler de la blessure du rejet. Oui, ça aussi, on en avait parlé de ça. Oui, effectivement, il y en a d'autres blessures, mais c'est vraiment ces 2-là qui sont, pour moi, celles qui sont les plus présentes. Donc, j'ai décidé, ça, c'est le questionnaire pour les styles d'attachement. OK. Et puis, par la suite, on va parler de l'enfant intérieur, un autre sujet qu'on a. Dont les blessures de l'âme et autres qui viennent de notre, parfois notre jeunesse, qui viennent de loin. Oui, des fois, c'est même historique et génétique aussi. Là. Et puis, le dernier sujet, c'est la zone de génie. OK, donc la zone de génie, la zone de compétence. Beaucoup de gens se retrouvent dans la zone de compétences en pensant qu'ils sont dans leur zone de génie. Fait qu'il y a une différence assez flagrante, si tu peux juste tourner, il y a une différence assez flagrante entre la zone de génie qui est l'étoile et la zone d'excellence qui est en dessut. À suivre, voir si tu es dans ta zone de génie, Alex. Zone de génie, toujours. Quand tu es là, je suis toujours un génie. Alors, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Alors, évidemment, on peut pouvoir se le procurer. J'imagine, on peut avoir plus d'informations. Me contacter, absolument, ça va me faire plaisir. Puis sur mes réseaux sociaux, le lancement là, du groupe va être là. Super. Pour refaire suite à nos chroniques. Merci beaucoup à toi, Mounia Badi. À très bientôt. Merci. On se retrouve. Bye. C'est notre 2e de la saison, mais c'est la première fois qu'il est là et pour moi, ça, c'est important. Oh oui. Salut Nicolas Vincent Poirier, chroniqueur émérite. Très honoré d'avoir encore tes compétences cinématographiques ici cette saison pour votre information. Bon, 2 films. On va aborder Décadence si tu le veux bien parce qu'on aura le temps sans doute. Et Le Créateur, tout d'abord, qui est un film qui actuellement est au cinéma. Est-ce que je peux dire qu'il t'a laissé un petit peu sur ta faim? Oui, comme beaucoup de gens, il m'a laissé sur ma faim. Pourquoi, entre autres? Parce que, à cause de ce qu'on avait entendu dire de la part de certains critiques qui avaient vu le film un peu en avance, comme quoi que c'était un film qui était extraordinaire, un film de science-fiction vraiment comme il y en a peu ces temps-ci. Et donc, je m'attendais à beaucoup. Parce qu'on avait beaucoup vanté le film, donc ça laissait beaucoup d'attentes. Mais pour les effets spéciaux, est-ce moi? Mais ça, c'est réussi par contre. Écoute, c'est extrêmement bien réussi. Et ce qui est particulier dans ce film-là, il y a plusieurs choses de particulier. Premièrement, les effets spéciaux, on va y revenir un petit peu plus tard. Avant, c'est quoi l'histoire de ce film-là? Eh bien, ça commence en 2055 où l'intelligence artificielle, les robots, on vit en communauté avec eux, tout va bien, et jusqu'à ce que l'intelligence artificielle décide d'attaquer, je pense que c'est Los Angeles, avec une bombe atomique. Et là, les Américains sont contre l'intelligence artificielle. Évidemment. Et tous ces robots-là se réfugient dans un pays qui s'appelle la Nouvelle-Asie, qui est situé en quelque part en Asie. Et ils veulent absolument détruire l'intelligence artificielle ainsi que leur chef. Et bon, c'est une histoire... on a tous déjà vu un film qui ressemble à ça. Et le réalisateur du film, Gareth Edwards, s'est basé sur plusieurs films de science-fiction. Il l'a dit lui-même là, pour faire cette histoire-là, qui est quand même une histoire unique, dans le sens où, dans une ère de blockbuster,
où on parle toujours de franchises et de films et de propriétés intellectuelles qu'on a déjà connues qui sont adaptées au cinéma. C'est tout nouveau, cette histoire-là. Donc, ça, c'est rafraîchissant. Et ce que tu as dit, les effets spéciaux. Gareth Edwards, le réalisateur, écoute, on parle d'un budget de 80 millions de dollars pour ce film-là, avec des effets spéciaux encore plus incroyables que à peu près tout ce qu'on a vu cet été. Et cet été, il y a des films qui ont coûté plus de 200 millions de dollars. Flash, on parle de pas loin de 300. C'est un flop. Là. Exactement. On parle de Flash. Là, de Flash. Et une des raisons pourquoi un si petit budget avec autant d'effets spéciaux comme ça, c'est que Gareth Edwards, à la base, c'est un gars d'effets spéciaux et c'est là-dedans qu'il a commencé. Donc, c'est un peu normal que ce gars-là sache bien utiliser tout ce qui est à sa disposition à peu de frais pour faire un film aussi visuellement magnifique, je dirais, que ça. C'est un peu comme la franchise John Wick. Pourquoi est-ce que l'action et les cascades sont aussi bonnes? Eh bien, parce qu'à la base, les deux réalisateurs qui ont fait le premier film, ben c'est deux cascadeurs. Donc, évidemment, c'est pour ça que, disons que Gareth Edwards, qui avait fait précédemment Rogue One, c'est le dernier film qu'il a fait en 2016, et Godzilla en 2014 avant, eh bien, il s'est très bien manié visuellement les effets spéciaux. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est la grande force du film. C'est ce que je lisais sur plusieurs tribunes. Tu confirmes que les effets spéciaux sont, disons, le chef-d'œuvre de ce film-là. Je le mets en parenthèse. On me disait que, par contre, le maillon faible, c'est littéralement le scénario. Parce que dans cette intrigue-là, comme tu as dit, c'est prévisible. On le sait en tant que cinéphile. Mais le scénario est très, très faible. Je comprends que c'est un film de science-fiction ou d'action. Bon, on va l'imbriquer dans toutes ces parenthèses-là, mais souvent, c'est pas nécessairement là qu'on va avoir les meilleures répliques ou qu'on se base pas sur le scénario pour en faire un film qui va être une réussite. Ou selon les critiques, on se comprend qu'on n'a pas les mêmes façons d'analyser le film. Mais quand même, il semble-t-il que c'est très défaillant, vraiment, le commun des mortels a cette même analyse. J'imagine que toi aussi. Oui, tout à fait, Alex. Tu as raison là-dessus. Oui, le scénario est très défaillant. Et la raison pour ça, à mon humble avis, bon, les scénaristes, il y a Gareth Edwards et Chris Weitz. Chris Weitz, en passant, c'est un des co-réalisateurs du premier American Pie en 99. Le lien est loin là, entre un film de science-fiction et American Pie, en tout cas. Mais, bon, mettons que c'est pas lui qui écrit tant de science-fiction que ça. Non. C'est le point où je vais venir avec ça. Oui. C'est bon, il a produit, je pense, About a Boy en 2002 avec Hugh Grant, bon, qui est une comédie. Oui. Donc, on est très loin de la science-fiction avec ça. Et le titre du film, le créateur, le premier titre, c'était True Love. Pourquoi True Love? Vous voulez faire une comédie de science-fiction ou Non, du tout. C'est que le personnage principal du film est interprété par John David Washington. Le fils de Denzel Washington, peut-être pour l'amener comme ça. Oui, que tu m'as appris tantôt. Oui. Je savais pas. Juste pour montrer que je connais un peu de quoi, là, comparativement à toi. Non, mais t'en connais beaucoup de choses que je connais pas, Alex. Comme savais-tu ça que John David Washington, c'est le fils de... Ben, pour vrai? Oui. Ah, hey, tu viens de me l'apprendre. Tu m'as appris quelque chose? Oui. Je savais pas. Hey, tu m'apprends des choses toi aussi? C'est incroyable. C'est incroyable. On s'apprend mutuellement des choses. Pour revenir au scénario, le film à la base s'appelait True Love. Et pourquoi? Parce que le personnage principal, lui, est envoyé... J'ai un sourire parce que moi, Tommy, mon caméraman qui est crampé en arrière et mon assistant réalisateur. Continue. OK. Donc, le personnage de Joshua dans le film, lui est envoyé pour... c'est un agent double. Il est envoyé en Nouvelle-Asie pour découvrir qui est le mastermind derrière l'intelligence artificielle. Le grand chef du clan adverse des vilains, mettons. Exactement. Et bon, il tombe en amour et il y a une histoire d'amour aussi. Donc, c'est un film avec énormément de clichés, mais il y a un petit peu trop d'éléments. D'un côté, on embarque dans les clichés de bon la résistance et tout ça. Comme l'élément patriotique là, tu sais, des Américains, le cliché dans un film là qu'on peut voir dans les films américains d'habitude, là, mais transposé dans un univers qui est de science-fiction, si on peut dire. C'est ça. Et il y a trop d'éléments. Le côté, il aurait pu faire un très bon film d'amour avec une histoire comme ça. Il aurait dû enlever un peu d'action. Mais l'inverse aussi, pour que le film soit meilleur au niveau de l'action, il aurait dû enlever un petit peu d'éléments sentimentaux. Mais bon, à travers ça, l'action est quand même, c'est correct, mais c'est tout un peu du réchauffé, du déjà vu. Un film de 2h13 comme ça, on a tout déjà vu. Je prends exemple le film Equilibrium, pour ceux qui s'en rappellent, en 2002 avec
Christian Bale, un film de science-fiction qui était un amalgame d'un million de films de science-fiction qu'on avait déjà vus. Eh bien, ce film-là était court, était rapide, était bourré d'action, donc on oublie un petit peu ce côté-là. Tandis que The Creator, il y a parfois certaines longueurs. Ouais. Et un autre élément aussi, c'est que le tournage s'est terminé en quelque part en 2022. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ChatGPT et tout. Exact. L'intelligence artificielle a pris la place dans notre... Exactement. Donc, on comprend un peu plus où est-ce que l'intelligence artificielle peut aller, ce que peut-être on n'avait pas là, un an et demi de ça. Et d'imaginer qu'en 2050, il va avoir l'intelligence artificielle va envoyer une bombe nucléaire et qu'on va le courir après. Non, si ça aurait dû se passer, à mon avis, 200 ans dans le futur ou dans les années 1980, mais alternative dans un autre univers. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les films au cinéma, puis je vais fermer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais les films au cinéma sont de plus en plus longs. C'est rare de plus en plus les films qui sont projetés qui durent 90 minutes comme on pouvait le voir davantage dans les années 2000, les années 90 par exemple. Et même antérieurement aussi. Maintenant, les films en bas de 2 heures, c'est presque rarissime maintenant au cinéma. Avec la bande-annonce du début, c'est du 2h15, 2h20, 2h30. Là. On dirait que c'est une tendance qui semble s'implanter à Hollywood depuis je dirais même quelques années. Oui, mais on dirait que là, c'est concret là, depuis, je te dirais 1 an, depuis qu'on a vraiment renoué avec les cinémas là, avec la situation post-pandémique qu'on a actuellement. Je suis certain, on n'a pas le temps de parler de décadence. Tommy, qui est là, l'a vu. Mon réalisateur, il va aller devant l'écran, il va aller devant la caméra. Et est-ce que c'est bon, Tommy? Est-ce que tu peux me dire que c'est bon en 3-4 mots? Dis pas le punch. Non, c'est super bon. Un très bon film. Allez le voir. Il y a tout. Il y a tout. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Excellent. Aussi bon que Nicolas Vincent-Poirier, tu viendras dans la chronique la semaine prochaine faire une chronique cinéma. Alors, c'est là-dessus qu'on complète. Mais la semaine prochaine, on se parlera de L'Exorciste, si tu le veux bien, qui revient 50 ans plus tard. Tout à fait. Puis peut-être aussi Décadence. C'est pas un film. Oui. Je connais pas ça, cette franchise-là, Décadence. mais de la manière que tu en parles, je vais aller le voir. Ouais. Merci à toi, puis on se retrouve très bientôt. Merci à Tommy aussi. J'espère que vous avez apprécié le contenu, les rencontres qu'on vous a proposées durant cette émission. Vous pouvez rattraper le tout sur notamment notre portail YouTube et c'est possible aussi d'acheminer vos questions, vos commentaires, vos suggestions tvrl.ca sur notre page Facebook aussi. Merci énormément des gens qui me font briller devant vous, autant de toute l'équipe derrière les caméras, Jacques, aussi Yannick, Daniel, Lucette, il y a également Tommy qui contribue énormément, Alain à la réalisation, Manon aussi à la recherche et vous continuez de nous appuyer en jouant au bingo avec nous. Possible, écoutez bien ceci, j'espère que vous avez votre carte ce week-end parce que vous pouvez remporter 3 500 $, dont 2 300 $ pour la carte pleine et notre super bingo, 4 000 $. Meilleure des chances à vous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine édition de Pour votre information et profitez de votre long week-end. Passez-le en famille, allez jouer dehors et on se retrouve très bientôt. Salut!